Bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques minutes afin que tout le monde puisse accéder à la salle. On va commencer très bientôt. Je pense qu'on n'a plus personne dans la salle d'attente. Ah oui, encore un peu. Je vais quand même commencer. Ça va être une période, un webinaire chargé aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la rencontre des gestionnaires des camps de jour en lien avec les mesures de la Direction de la santé publique. Je me présente, Maude Poulain-Lemieux. Je suis conseillère en développement régional, dossier loisirs et activités physiques chez Sport et loisirs de l'île de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec des représentants de la Direction régionale de santé publique que vous pourrez entendre parler à tour de rôle lors de la présentation, ainsi que plusieurs collègues de SLIM. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à vos interrogations, puis pour diminuer vos craintes là, face à l'ouverture des camps de jour. Cette rencontre est vraiment un complément de ce qui se retrouve dans les guides de la Sécu. Donc, on espère que vous pourrez avoir un maximum d'informations. Quelques petites consignes aujourd'hui. S'il vous plaît, bien nommer votre nom et votre organisme dans l'identification. On est un très grand groupe, donc les micros vont être désactivés. Puis, à la fin de chaque bloc d'information, on va vous demander d'inscrire vos questions dans le clavardage. Je vais essayer de passer le plus possible de questions. Évidemment, on a un temps limite. Donc, ça se peut qu'il y ait des questions qu'on n'aura malheureusement pas pu répondre, mais on va s'assurer qu'ils se retrouvent là, qu'on compile ces questions-là, puis qu'ils se retrouvent dans un document qu'on va pouvoir vous envoyer à la suite de la rencontre, ou encore on a l'espace solidaire avec une foire aux questions que Slim a mis sur pied. Et dès maintenant, je vais passer la parole à Josée Scott qui va vous parler un peu plus de Slim. Bonjour, alors bienvenue à tout le monde. Donc, rapidement, Sport et loisirs de l'île de Montréal, c'est un organisme régional qui se préoccupe de loisirs, de sport, de plein air, d'activités physiques. Donc, si vous ne nous connaissez pas, je vous invite à venir visiter notre site internet sportloisirsmontréal.ca. Et je veux ressouligner, on fait une rencontre spéciale sur la thématique des camps de jour, mais plusieurs d'entre vous, ce n'est pas votre seule activité. Alors, il faut savoir que SLIM, on est en lien étroit de façon statutaire, autant avec des comités municipaux et avec la direction de la santé publique sur toutes les mesures de déconfinement dans le secteur sport, loisirs, activités physiques et plein air. Donc, sur notre site Internet, il y a une foire aux questions. C'est vraiment la façon la plus facile d'alimenter les informations pour tout le monde. Quand il y a des sujets comme le camp de jour, bien, on fait une visioconférence comme ça. Il y en aura peut-être sur d'autres thèmes, mais je vous invite à utiliser cet outil-là. Puis c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas le meilleur outil de communication pour vous informer de part et d'autre, puis que les messages autant de la santé publique que de la Ville de Montréal puissent vous arriver là, conformément à vos attentes. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre. Je repasse la parole à Maude. Bien, sans plus tarder, on va avoir les deux représentantes qui vont nous parler des recommandations générales, des soins aux enfants et la gestion des cas et des contacts et des occlusions. Donc, voilà. Très bien. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Isra Bouzayan. Je suis résidente en médecine familiale. Je travaille en santé publique. Je travaille avec Dr Archambault. Je ne sais pas si Dr Archambault veut se présenter. Bonjour, donc je suis Dr Archambault, je suis médecin conseil à la direction de santé publique. Je travaille dans le contexte de la COVID, mais aussi de manière générale dans deux équipes. Donc l'équipe
environnement urbain, saines habitudes de vie, et l'équipe développement des jeunes. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs personnes là pour tout ce qui est l'accompagnement des camps de jour, en fait, traduire un petit peu les mesures et puis vous accompagner pour vous donner les mesures les plus précises possibles sur comment avoir des camps de jour sécuritaires pendant l'été. Je laisserai peut-être mes autres collègues se présenter. Oui, bonjour, moi c'est Marilyn Goudreau, je suis agente de planification de programmation recherche pour le service environnement urbain et saines habitudes de vie. Je travaille principalement les dossiers au niveau de l'activité physique pour les jeunes. Donc, pour les questions qui vont s'adresser sur cette thématique, je pourrai y répondre. Bonjour, Anne Pelletier. Je suis aussi agente de planification, programmation, recherche à la Direction régionale de santé publique. Je coordonne les activités de déconfinement en milieu municipal en ce moment. Habituellement, mes dossiers sont plus d'ordre d'aménagement, activités physiques, de transport et activités physiques en milieu municipal. Bonjour, moi c'est Stéphanie Tremblay. Je suis nutritionniste de formation. Je suis également agente de planification, programmation, recherche à la santé publique. Tout comme mes collègues, j'ai beaucoup travaillé là, différents secteurs au niveau du déconfinement en lien avec le COVID, principalement au niveau communautaire. J'ai aussi accompagné, on est aussi en accompagnement là, pour le volet scolaire. Donc, ayant une expertise un peu plus spécifique au niveau des jeunes, je me suis jointe à l'équipe pour les camps de jour. Donc, avant de laisser la parole à Isra pour les premières mesures au niveau santé, ce que je pourrais vous dire, c'est que, bon, comme vous le savez sûrement, là, l'information change rapidement. Donc, on doit vous dire que la présentation a été rédigée en fonction des informations qui sont disponibles aujourd'hui. Évidemment, les informations pourraient être appelées à changer là, selon l'évolution de la situation. C'est important de le noter. C'est donc important, si vous avez des documents, toujours vous assurer d'avoir les documents les plus à jour, les dernières versions. On va s'assurer là, avec Slim que toutes les informations, quand il y a des mises à jour, que ce soit sur leur site Internet pour que vous puissiez être au courant là, des nouvelles informations de notre côté. Et comme l'a mentionné Maude tantôt, tout ce qui est à l'intérieur de cette présentation-là, c'est complémentaire à celle qui a été produite par l'Association des camps de jour du Québec. On ne va pas dédoubler l'information, mais vraiment aller à des éléments qui n'ont pas été présentés dans leurs documents. C'était fait en 3 blocs, donc en 4 blocs. Bloc 1, 2, 3 va être plus au niveau santé par ISMA. Et puis, le bloc 4 va être davantage au niveau de l'organisation du camp. Les questions vont se faire uniquement là, par clavardage si on n'y répond pas à l'intérieur des différents blocs. Alors, ISMA, je te laisse la parole. Parfait. Merci, Marilyn. Donc, si on revient un petit peu à la base de comment la COVID se transmet, donc, c'est une infection au virus coronavirus qui affecte principalement les muqueuses. Donc, on parle du nez, de la gorge, des poumons. Et en contrepartie, ça se transmet via des gouttelettes qu'une personne peut éjecter vers une autre personne. Donc, ça peut être fait soit directement des gouttelettes qui vont atteindre les yeux, le nez ou la bouche de quelqu'un d'autre. Ça peut se faire aussi par contact via les mains, donc une personne qui tousse ou qui éternue, qui contamine ses mains, qui touche à son tour quelqu'un d'autre ou soi-même au niveau des yeux, nez et bouche. Puis, donc ça, c'est vraiment les méthodes de transmission qui sont les plus communes. Et sinon, l'autre méthode de transmission, c'est via les surfaces, bien que ça reste quelque chose de pas mal minime, dans le sens que c'est vraiment plus les contacts de personne à personne qui va avoir le genre de transmission. Mais les surfaces, il faut quand même les considérer. Donc, quelqu'un qui éternue ou qui éjecte des gouttelettes sur une surface et que quelqu'un d'autre par la suite va toucher ce genre de surface-là, peut à son tour être contaminé. Puis juste comme le virus peut vivre là, de quelques heures à quelques jours là, sur les surfaces.
Ensuite, ce qui est bon à savoir sur ce virus-là, les gens qui sont porteurs du virus peuvent transmettre ce virus-là 48 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 14 jours depuis le début des symptômes. Donc, on parle vraiment d'une période d'à peu près 16 jours où est-ce que quelqu'un qui a le virus peut contaminer quelqu'un d'autre. Il faut aussi savoir que les gens peuvent aussi être porteurs du virus sans avoir de symptômes. Et même s'ils n'ont pas de symptômes, ils peuvent transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Maintenant, pour ce qu'il faut aussi porter attention, c'est les symptômes de ce virus-là. Donc, il y a 4 symptômes principaux que l'on considère suspects pour quelqu'un, pour le coronavirus. Donc, bien sûr, il y a la fièvre. Donc, on parle d'une fièvre, une température buccale de 38 degrés Celsius par température par la bouche, ou de 100,4 degrés Fahrenheit si vous utilisez ces mesures-là. L'autre symptôme à surveiller, c'est l'apparition ou l'aggravation d'une toux. Et ça, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de voir est-ce qu'une personne qui a une toux chronique, à ce moment-là, est-ce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a le COVID, mais c'est plus le fait que si elle a une aggravation de sa toux chronique, là, il faut suspecter là, un peu plus le COVID. Puis, chez les gens qui n'ont pas en général de la toux puis qui ont une nouvelle toux, ça aussi, c'est un symptôme assez suspect. Ensuite, il y a bien sûr les difficultés respiratoires, les essoufflements. Et quatrièmement, une perte soudaine de l'odorat ou du goût sans association à une congestion nasale. Ça aussi, c'est des symptômes suspects là, de la COVID. Il y a d'autres symptômes aussi qui peuvent suggérer la COVID, mais qui pour nous sont moins suspects. Puis dans ces cas-là, ce qu'on demande, c'est plus de voir, de surveiller un peu les symptômes, puis de voir s'il y a une évolution de ces symptômes-là. On parle de fatigue, de douleurs musculaires, de maux de tête, de perte d'appétit, diarrhée. Bref, il y a comme un large éventail de symptômes, puis vous pouvez toujours aller consulter là, le site web du gouvernement puis de la santé publique pour voir en détail ces symptômes-là. Mais ces symptômes-là, comme je vous dis, sont un peu moins typiques là, de la COVID, puis c'est à prendre avec des pincettes. Donc, si on se retrouve dans une situation où est-ce que des gens ont ces symptômes-là, puis qu'ils ont eu un contact COVID, à ce moment-là, on est un peu plus suspect, mais autrement, on ne se tient pas vraiment compte de ces symptômes-là. Donc, maintenant qu'on sait un petit peu comment le virus se transmet, puis quel genre de symptômes ce virus-là évoque, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la transmission. Puis je pense que c'est pas mal le nerf de guerre là, pour les réouvertures des camps de jour. Donc, la méthode la plus importante, c'est vraiment de garder la distanciation sociale et dans cette distanciation physique. Donc, avec les recommandations récentes du gouvernement, on parle bien sûr de 2 mètres entre les moniteurs et les jeunes et entre les moniteurs entre eux. Aussi, on parle aussi entre les jeunes, ce n'est pas 2 mètres, mais bien 1 mètre que l'on recommande minimalement. Et ça, encore une fois, ça a été une nouvelle directive du gouvernement. D'autres méthodes, bien sûr, pour éviter la transmission, on parle de, bien sûr, minimiser les rassemblements le plus possible, de faire un lavage des mains fréquemment, le plus possible, respecter l'étiquette respiratoire, bien sûr, on éternue au niveau du coude, on tousse au niveau du coude, on se lave les mains fréquemment, puis on évite de serrer les mains aussi. Aussi, l'autre chose, c'est de limiter les partages des équipements et locaux. Puis ça, on va en discuter un petit peu plus par la suite. Un autre point, ce serait bien sûr de nettoyer puis de désinfecter les surfaces fréquemment touchées pour justement éviter la transmission par surface qu'on avait parlé un peu plus tôt. Puis, finalement, il faut aussi gérer les situations où est-ce qu'on se retrouve avec des gens qui ont des symptômes de la COVID.
Puis ça, encore une fois, on va le détailler un petit peu plus tard là, dans la présentation. Donc, on avait parlé de la distanciation sociale et physique de 2 mètres, 1 mètre comme étant la principale mesure. Mais maintenant, on va détailler un petit peu plus sur des mesures qui sont tout aussi importantes, c'est-à-dire l'hygiène des mains. Donc, quand est-ce qu'on doit se laver les mains? On se dit, le plus on se lave les mains, le mieux c'est. Mais bien sûr, il y a des situations où est-ce qu'on préfère définitivement le faire. On parle bien sûr le matin à l'arrivée au camp, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, avant ou après s'être touché le visage, avant ou après manipuler des objets qui ont été fréquemment touchés. Par exemple, on parle après une activité, après avoir joué au ballon pendant une demi-heure avec les autres. Ensuite, bien sûr, avant et après être allé aux toilettes. Avant et après avoir mangé, puis voilà, puis avant et après les activités. Et bien sûr, la méthodologie de se laver les mains est super importante. Il y a 2 façons de se débarrasser du virus. La première, c'est le lavage des mains, parce que c'est vraiment la méthode la plus efficace pour tuer le virus puis éviter les contaminations. Puis ça, j'imagine que vous avez quand même eu plusieurs, dans les formations, vous avez des images de comment bien se laver les mains, vraiment aller au niveau des ongles, aller au niveau de la paume des mains. Il y a comme une séquence là, qui est disponible là, en ligne pour voir comment faire. Ensuite, l'autre méthode pour tuer le virus, c'est la désinfection avec une solution désinfectante. Ça, pour le faire, il faut le faire lorsqu'on a des mains qui ne sont pas souillées. Donc, si on a les mains souillées, il faut définitivement se laver à l'eau et au savon. Mais si nos mains ne sont pas souillées, on peut utiliser la solution désinfectante. Ce qui est important à savoir, c'est que la solution désinfectante doit être à base d'alcool à au moins 60%. Puis on doit avoir une quantité suffisante là, pour recouvrir les mains, les ongles, puis pouvoir frotter pendant une 20 à 30 secondes jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé et que les mains deviennent sèches. Donc, oui. Puis, voilà. Donc, une autre question que nous voulions répondre, puis je pense qu'il est à l'esprit de plusieurs d'entre vous, c'est est-ce que les solutions désinfectantes sont sécuritaires pour les enfants? Donc, c'est sûr, la première chose à faire, c'est de garder les solutions hors de la portée des enfants, surtout considérant que les enfants peuvent ingérer qu'une petite quantité de ce désinfectant et avoir une intoxication reliée à ça, une intoxication éthylique. Donc, c'est sûr, il faut toujours les garder dans un milieu sécuritaire. Puis, lorsqu'on utilise la solution désinfectante, il faut toujours que ce soit sous la supervision d'un moniteur, d'un adulte préférablement. Puis, pour surveiller qu'ils n'ingèrent pas l'alcool, le gel désinfectant. Dans ces situations-là, si jamais, bien sûr, ça arrive que vous voyez qu'un enfant ingère, à ce moment-là, il faudrait appeler le centre antipoison, puis leur demander, puis ils vont vous demander des questions sur c'est quoi le produit, la composition du produit, puis la quantité ingérée. Fait que c'est des informations qu'il va falloir donner là, au centre antipoison. Ensuite, donc, comme je vous dis, les deux, donc je renforce encore, c'est super important, les 2 méthodes les plus importantes, c'est la distanciation physique de 2 mètres chez les adultes puis de 1 mètre chez les enfants et le lavage des mains. Donc, c'est vraiment les 2 choses qu'on veut que vous reteniez le plus là, en termes de protection pour éviter les transmissions. Mais bien sûr, vous êtes dans des camps de jour, vous êtes avec des enfants, des fois, il y a des interventions qu'il va falloir que vous fassiez. Et à ce moment-là, la distanciation sociale n'est pas toujours la plus facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a des équipements de protection individuelle qui vont être mis à votre disposition, dépendamment des situations. Puis, elle inclut plusieurs composantes. Donc, le premier, Donc, le premier, qui est le masque médical. Donc, ça, c'est bien sûr lorsque vous êtes à moins de 2 mètres avec des enfants, vous devez porter le masque.
Et le masque médical, c'est pas un masque en tissu, c'est vraiment le masque qui est jetable qu'on achète en pharmacie ou en tout cas dépendamment des milieux. Puis, ce masque-là peut être porté autant et aussi longtemps qu'il n'est pas souillé ou mouillé ou endommagé. Puis aussi, il faudrait le changer si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un qui est malade et qui est symptomatique. À ce moment-là, lorsque vous aurez terminé l'intervention avec cette personne-là, il faudrait le changer là, une fois que vous avez fini. Puis bien sûr, lorsque vous mettez le masque, il faut se laver les mains avant de mettre le masque. Puis, lorsque vous retirez le masque, il faut se laver les mains aussi. Donc, on parle du masque qui est super important là, lorsqu'on est au niveau des interventions à moins de 2 mètres. L'autre chose, c'est la protection oculaire aussi qui devrait être de mise et devrait être utilisée conjointement avec un masque. Puis quand on parle de protection oculaire, on parle de visière ou de lunettes, mais il faut juste s'assurer pour les lunettes que c'est comme des lunettes de sécurité qui couvrent un peu les côtés là, au niveau des tempes pour vraiment avoir une couvrance là, des yeux puis protéger les yeux. Ça, c'est encore une fois, ça c'est surtout, et c'est surtout à l'intérieur. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, la protection oculaire à ce moment-là n'est pas nécessaire là, à l'extérieur. Ensuite, toujours dans les équipements de protection individuelle, on a les gants qui peuvent être mis à votre disposition. Ça, en général, ça ne remplace aucunement l'hygiène des mains. Donc, c'est plus efficace de bien se laver les mains que de porter des gants à longueur de journée. Donc, les gants, c'est vraiment réservé pour des situations particulières. On parle lorsque vous êtes en contact physique avec quelqu'un qui a des symptômes suggestifs de COVID, qui tousse, qui a la fièvre, etc. Ou lorsque vous êtes en contact avec des liquides biologiques, donc vomissements, diarrhée, sel, urine, etc. Puis, bien sûr, ces gants-là, une fois que vous avez terminé votre intervention, il faudrait les jeter et par la suite, laver vos mains. Voilà. Puis, en terminant, pour les EPI, il y a la blouse. Ça permet, la blouse, en fait, elle permet d'éviter un petit peu la souillure des vêtements. Donc, elle peut être utilisée lorsque vous êtes en contact rapproché avec des enfants qui peuvent projeter là, des liquides, soit parce qu'ils crachent ou parce qu'ils ont des liquides biologiques, un peu comme les gants finalement. Puis bien sûr, changer la blouse là, après votre intervention. Il y a des gens aussi, ce qu'ils peuvent faire, c'est au lieu de porter une blouse, mais de porter leurs vêtements réguliers, mais de prévoir des vêtements de rechange là, par la suite si jamais ils sont en contact avec des liquides biologiques ou des souillures là, venant des enfants. Un petit point concernant les couvre-visages en tissu, parce qu'on retrouve ça quand même souvent là, à l'extérieur en milieu communautaire. Ça ne fait pas partie de l'équipement de protection individuelle qui est recommandé. C'est plutôt utilisé pour les populations ou pour les travailleurs qui ont des contacts de moins de 2 mètres et dans des contacts de courte durée, là, comme dans les travails de bureau, ce qui n'est pas le cas dans les camps de jour. Puis voilà. Puis bien sûr, si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un qui est soupçonné de COVID, il faut définitivement porter le masque médical. Le couvre-visage n'est pas recommandé dans ces situations-là. Donc, un autre point qu'on voulait aborder qui est aussi important, donc oui, l'équipement de protection individuelle, c'est important pour vous protéger là, lorsque vous êtes en contact rapproché. Encore une fois, moins de 2 mètres chez les adultes, moins de 1 mètre pour les enfants. Mais ce qui est important aussi, c'est la séquence pour retirer l'équipement de manière sécuritaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des contaminations qui peuvent se faire si on ne retire pas l'équipement de façon séquentielle et sécuritaire. Donc, il y a une vidéo qui est présente, là, que vous pourriez cliquer puis voir. Puis j'imagine aussi là, que dans vos formations de camp de jour, il y a aussi des vidéos qui expliquent un peu là, comment retirer un équipement de protection. Mais juste pour vous dire les grandes lignes,
première chose à faire lorsque vous avez tous les équipements, c'est de retirer les gants, puis retirer la blouse, se laver les mains une première fois, puis ensuite enlever le masque et la visière, et enfin se relaver les mains une deuxième fois. Et voilà. Donc, nous aussi, ce qu'on recommande, parce que là, c'est sûr, c'est la blouse, les gants, tout ça, c'est pas quelque chose que vous allez avoir besoin tout le temps, mais on recommande toujours d'avoir une trousse d'urgence pour qu'elle soit disponible en tout temps là, si jamais vous deviez avoir à l'utiliser. Donc, les gants, donc la trousse d'urgence, c'est quoi? C'est des gants, la blouse, paire de lunettes protectrices, 2 masques médicaux, donc un pour l'intervenant et un pour le jeune, un sac refermable où est-ce que vous pouvez mettre tout ce qui suit, et une solution hydroalcoolique d'au moins 60%. Et cette trousse-là devrait être disponible en tout temps pour le personnel au camp de jour. Ensuite, là, je vous ai parlé un petit peu là, des méthodes pour diminuer les transmissions si jamais il y a quelqu'un qui est porteur du virus. Maintenant, on va discuter un petit peu plus de c'est quoi qu'on fait lorsqu'on est en présence de cas dans le camp de jour ou d'éclosion dans le camp de jour. La première chose que j'aimerais vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'on entend par dire lorsqu'on parle d'une éclosion. Donc, une éclosion, c'est lorsque, au niveau de la définition, on a 2 cas de COVID confirmés en moins de 2 semaines, en moins de 14 jours, chez soit les enfants ou les animateurs du groupe, et qui ne peuvent pas être expliqués par un lien épidémiologique qui se trouve en dehors du camp. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce 2 cas qui viennent d'une même fratrie, ce n'est pas une éclosion, c'est parce qu'ils ont été en contact avec un cas qui était à l'extérieur du camp. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire si on soupçonne qu'il y a une éclosion? On vous a donné les contacts ici là, pour la santé, département de santé publique. Donc, numéro suivant 514-528-2400. Puis, vous pouvez aussi envoyer le courriel, votre requête au courriel suivant là, pour les milieux jeunesse. Puis, à ce moment-là, la santé publique va procéder là, à une analyse des risques. Puis, elle va déterminer un peu c'est quoi les mesures à faire par la suite. Puis, juste pour vous dire aussi, si jamais vous avez des questions concernant comment organiser au niveau quotidiennement là, par rapport à la gestion des éclosions, il y aura un lien qu'on va vous envoyer là, qui vous dit un peu comment vérifier quotidiennement toutes les étapes à faire dans les cas où est-ce qu'il y a des cas ou des éclosions. Ensuite, au niveau de la santé publique, qu'est-ce qui est fait exactement? Donc, et ça s'applique autant dans les camps de jour que dans la population générale, un peu partout finalement. Lorsqu'il y a une personne qui est diagnostiquée de COVID-19, il y a la DRSP qui va être directement sollicitée recevoir les résultats par les laboratoires et elle va contacter là, les gens qui ont eu un résultat positif à la COVID et va énoncer les recommandations d'isolement et procéder à l'évaluation des contacts de la personne infectée. Et à leur tour, les contacts des gens qui ont eu la COVID vont être contactés aussi par la santé publique. Et donc, chaque contact on va déterminer à quel point est-ce qu'ils sont à risque là, de développer le COVID, dépendamment du type de contact qu'ils ont. Ensuite, une fois que l'évaluation est complétée, la santé publique va émettre des recommandations. Les recommandations vont être appliquées pour les personnes qui sont COVID positives. Donc, ces gens-là, en fait, on les isole 2 semaines. Pour les contacts des gens qui ont eu la COVID, à ce moment-là, on regarde un peu à quel point leur type de contact, est-ce que c'est un risque modéré à élevé de contagion. Si c'est le cas, on les recommande eux aussi de rester 2 semaines en isolation, puis de se faire tester aussi. Et pour les gens qui sont à faible risque de contagion, dépendamment du contact qu'ils ont eu avec le cas COVID, eux, ce qu'on va leur demander, c'est plutôt de surveiller leurs symptômes, mais pas d'isolation recommandée là, à ce moment-là.
Ensuite, maintenant, donc ça, c'est plus le procédé de la santé publique, ce qu'on fait derrière nos écrans, mais qu'est-ce qui, pour les gens dans les camps de jour, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si jamais il y a quelqu'un qui se présente avec des symptômes au camp de jour? Donc, si quelqu'un a des symptômes avant d'entrer sur le site, en fait, vous allez voir, mais définitivement, c'est très important de faire un triage systématique de toute personne qui rentre dans le camp. Ça inclut les parents, pas les parents, mais les enfants et les intervenants et le personnel. Ça peut être fait de façon verbale ou par écrite. Et ça peut se limiter un peu à un questionnaire sur les 4 symptômes principaux qu'on vous avait mentionnés par le passé. Donc, fièvre, nouvelle toux ou aggravation de la toux, difficultés respiratoires et perte d'odorat ou de goût là, sans congestion nasale. Puis, si jamais une personne a un de ces symptômes-là, il faut refuser l'accès à cette personne-là, la retourner chez elle, puis la référer là, à la ligne COVID dont on va vous donner. Le numéro de téléphone va être disponible là, dans la diapo. Puis, aussi, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que même si les gens n'ont pas de symptômes, il faudrait aussi leur demander s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est connu COVID à domicile ou dans la même résidence. Donc, refuser l'accès si la personne est déjà placée en isolement en faisant la COVID ou si une personne de la même résidence présente des symptômes. Et pour ces gens-là, refuser l'accès et les référer à la santé publique, à la ligne COVID. On va vous donner le numéro un peu plus tard. Excuse-moi, Isra. Excuse-moi, c'est Judith. Oui, il nous reste juste 30 minutes pour couvrir tout l'autre le contenu puis répondre aux questions. Vu que toutes ces informations-là se retrouvent dans le question-réponse, peut-être que tu pourrais aller vraiment dans les grandes lignes, puis on pourrait vite aller aux questions pour pouvoir aborder aussi les autres éléments. Ça marche, super. Donc, voilà. Donc, encore une fois, vous allez avoir accès à ce document-là. Vous allez voir un petit peu là, tout ce qui est en lien avec la gestion des cas, mais vous allez voir ici, il y a un tableau, grosso modo, qui vous explique un peu là, ce qu'il y a à faire si quelqu'un au camp de jour présente des symptômes. Donc, pour vous dire, en grosso modo, c'est d'isoler la personne, puis de faire en sorte d'appeler les parents si c'est des enfants ou si c'est des travailleurs qui ont des symptômes, de les renvoyer chez eux, puis de les relier à la ligne COVID. Puis, bien sûr, après coup, il faut s'assurer de bien désinfecter tous les lieux et les surfaces touchées, puis de ventiler les lieux où est-ce que les personnes ont été isolées. Donc ça, en fait, c'est plus, ça va réitérer un petit peu ce qu'on avait dit, là, mais est-ce que la salle d'isolement peut-elle être utilisée pour d'autres fonctions comme salle de soins? Parce qu'il faut prévoir peut-être une salle d'isolement dans votre camp là, pour si jamais il y a des gens qui ont des symptômes. C'est préférable qu'on l'utilise juste pour la salle d'isolement. Puis, si jamais il faut vraiment absolument qu'elle soit partagée, il faudrait vraiment nettoyer et désinfecter en fond et en comble la salle. Ensuite, si plusieurs jeunes du camp présentent des symptômes de la COVID au même moment, est-ce qu'ils doivent tous être isolés dans la même salle? Ils devraient en effet être dans des salles différentes parce qu'on n'est pas certain si c'est vraiment la COVID ou pas, donc on ne voudrait pas que les deux se soient transmis, l'infection l'un à l'autre. Si jamais ce n'est pas possible, les isoler ensemble, mais de veiller à ce qu'ils portent un masque médical là, si c'est toléré. Ensuite, il y avait aussi des petites questions concernant la crème solaire ou le chasse-moustique. Pour aller grosso modo, donc on recommande aux parents avant le camp d'appliquer la crème solaire, le chasse-moustique, alors que pendant les camps, si les jeunes sont capables de le faire eux-mêmes, on recommande de le faire. S'ils ont besoin d'aide, à ce moment-là, on recommande à ce que ce soit les intervenants qui les aident à mettre la crème. Et ces intervenants-là devraient porter le pays, là, vu qu'ils ont une distanciation de moins de 2 mètres. Puis, bien sûr, de l'hygiène des mains là, avant d'appliquer, puis après l'application.
Ensuite, en ce qui concerne les consignes pour les premiers soins et les blessures, encore une fois, c'est toujours le même principe que de distanciation sociale non respectée, on porte le pays. Si c'est un contact rapproché, on porte le masque et la visière. Si l'intervention implique toucher les liquides corporels, sans urine, à ce moment-là, on rajoute les gants et la blouse. C'est très important de se laver les mains, encore une fois, avant et après l'intervention. Et même si on porte les gants, parce que les gants, ce n'est pas assez pour garantir une sécurité pour éviter les transmissions. Puis, bien sûr, changer les vêtements qui sont souillés par les liquides biologiques. Donc, le camp de jour. Donc, c'est sûr, vous êtes partie intégrante de la gestion là, pour diminuer les transmissions. Donc, si jamais il y a des cas d'enfants qui ont de la COVID ou des enfants qui ont la COVID, la santé publique va travailler avec les camps de jour, les gestionnaires de camps de jour pour pouvoir déterminer s'il y a des interventions de plus à faire pour limiter les transmissions. Encore une fois, c'est un partenariat essentiel et ça se fait vraiment au cas par cas. Donc, c'est voilà. Donc, on serait prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isra. On a eu quelques questions. Si je retourne en haut, il y avait la température frontale au lieu de buccale, température de 35,8 à 37,8. Est-ce cela? Je ne sais pas, Dr. Archambault, si vous aviez la réponse, la frontale, ça, j'avoue, C'est toi la médecin de famille. Oui, c'est ça. J'ai la buccale, j'ai l'auriculaire et la buccale, mais la frontale, j'avoue, je vais devoir regarder puis vous revenir là-dessus. Concernant les recommandations, nous, on dit idéalement buccale, mais pour la frontale, 37,8, il faudrait que je revienne, mais en général, la règle serait 38 degrés Celsius. On pourra l'ajouter dans les questions-réponses du document pour la fin. Oui. Également, c'est indiqué, on parle d'enfants de quel âge quand on dit ne pas laisser à la portée des enfants? Là, c'était la portion avec le désinfectant, je pense. Là, pas le désinfectant, pardon, les désinfections pour les mains, le liquide de désinfection. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que un enfant de 12, 13, 14 ans, ça, assez clair qu'eux, ils comprennent un peu la procédure à suivre, mais j'imagine que c'est plus les jeunes enfants en bas de 9 ans où est-ce que justement l'ingestion ils peuvent ingérer puis pas nécessairement comprendre les consignes. C'est à eux qu'il faudrait faire attention. Un peu comme les produits de nettoyage qu'on a à la maison ou peu importe, c'est un peu les mêmes procédures là, pour le désinfectant. Merci. Quand on dit que la protection oculaire n'est pas nécessaire à l'extérieur, est-ce aussi pour les accompagnateurs ou uniquement les animateurs? On avait connu qu'à l'extérieur, ça inclut les moniteurs et les accompagnateurs. Ouais. Excellent. Excuse-moi, je veux juste revenir. Dans le fond, les accompagnateurs, c'est pour les jeunes à besoins particuliers. Là, il y a vraiment une partie qui va être faite, un autre webinaire qui va traiter les besoins et les jeunes à besoins particuliers et toutes les mesures qui entourent cette clientèle-là, parce que évidemment, la projection de particules, elle est pas comme avec un enfant qui n'a pas de besoins particuliers. Là. Donc, j'aimerais juste ça, là, Dr. Archambault, de voir est-ce que c'est les mêmes recommandations pour l'accompagnateur dans le cas présent ou ça sera plutôt traité dans le prochain webinaire que vous allez faire pour les jeunes à besoins particuliers? Effectivement, ça va être traité, mais je dirais qu'il y a quand même une distinction. Quand on dit que ce n'est pas nécessaire la protection oculaire, c'est plus pour les camps réguliers où on estime qu'il n'y a pas forcément de risque d'avoir des gouttelettes qui sont projetées de la salive ou autre chose. Pour les accompagnateurs qui sont vraiment proches de l'enfant pendant toute la journée, il faudrait quand même mettre la protection oculaire. Parfait, merci beaucoup des précisions. Ensuite, par rapport au PowerPoint, il va pouvoir être disponible et pour l'enregistrement, on attend encore quelques petites validations. Ensuite, est-ce que des enfants peuvent se présenter seuls au camp et répondre eux-mêmes aux questions de santé ou les parents doivent-ils systématiquement accompagner leurs enfants jusqu'au questionnaire? C'est une bonne question. En effet. En général,
c'est sûr, les parents, c'est toujours la source la plus fiable. Donc, préférablement, on aimerait plus les parents pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc voilà. Je pense qu'on va peut-être aussi valider avec quelques autres partenaires, puis on pourrait répondre à la question parce que effectivement, c'est des bonnes questions. Il y a peut-être des manières de contourner, en fait. Est-ce que la présence physique du parent n'est pas forcément nécessaire? Il peut y avoir des applications, ça peut être fait par SMS, il y a d'autres façons de faire. En effet, merci, Dr. Archambault. Alors, nous devons refuser les enfants qui ont le COVID? Nous ont dit qu'on doit les accepter. Est-ce qu'on refuse systématiquement? Oui. Oui. Oui, surtout qu'on veut éviter la transmission. Donc, absolument, s'il y a des symptômes qui sont suspects de COVID, à ce moment-là, c'est de l'isolation. Ça s'applique pour tout le monde au Québec. S'il y a quelqu'un qui a COVID, on reste à la maison. Parfait. Là, on reparle des températures, ça, on va le clarifier comme il faut. Et le partage des équipements sportifs peut-il se faire entre groupes s'ils sont désinfectés avant et après l'utilisation? C'est sûr, on va en parler un peu plus tard, mais c'est sûr qu'on privilégie de ne pas partager entre les bulles, entre les groupes, mais si jamais on veut partager puis on s'assure d'une bonne désinfection, à ce moment-là, ça devrait être correct. Parfait, merci. Donc, je pense qu'on peut passer au prochain bloc. Oui, désolée, j'avais un petit peu de difficulté à retirer le mute de mon micro. Donc, la deuxième partie porte plus sur l'organisation du camp, l'organisation d'une journée. En premier lieu, l'organisation des groupes. Donc, est-ce qu'on privilégie que les enfants d'une même famille soient dans le même groupe? Si c'est possible, c'est facilitant, ça réduit les contacts. Mais si les parents n'acceptent pas, c'est pas obligatoire non plus. Ensuite, est-ce que les enfants peuvent fréquenter différents camps de jour au cours de l'été? Tout à fait. Ce qu'on doit privilégier, par contre, c'est d'avoir des groupes stables au cours de la semaine. Donc, de s'assurer que les enfants ne se promènent pas d'un groupe à l'autre à l'intérieur d'une même semaine. Les moniteurs ne devraient généralement pas se promener d'un camp à l'autre, mais les gestionnaires peuvent le faire en autant qu'ils évitent les contacts avec les jeunes. Est-ce que les groupes doivent rester dans le même local? Non. Par contre, il faut éviter que les groupes se croisent entre eux et prévoir, si possible, un nettoyage des surfaces touchées dans le local avant et après l'activité pour être certain de bien désinfecter. On se rappelle que les mesures d'hygiène sont fondamentales pour limiter la propagation. Ensuite, les mesures à prendre pour les déplacements intérieurs, mais il faut éviter que les enfants et les intervenants des différents groupes se croisent, ou en tout cas qu'elles se croisent le moins possible. Donc, il faut prévoir une organisation des locaux en fonction du nombre de groupes qu'on a. Et puis, évidemment, privilégier toujours l'espace extérieur, mais parfois, l'intérieur sera de mise. Donc, vraiment répartir l'espace en fonction du nombre de groupes qu'on a. Il n'est pas nécessaire d'avoir une porte d'entrée différente, une porte d'entrée de sortie différente. Encore là, c'est le croisement des différentes personnes qui est à limiter. Donc, soit si on ne peut pas avoir une porte d'entrée de sortie, on peut aussi avoir des horaires ou de travailler un peu les mouvements là, des différents groupes selon des différentes modalités, là, avoir une porte pour les différents groupes ou encore avoir un horaire. Pour l'utilisation de la salle de bain, idéalement, il faudrait que chacun des groupes utilise toujours la même salle de bain. Si vous en avez plusieurs, répartir les groupes en fonction du nombre de salles de bain que vous avez. Mais ce qui est le plus important, ça reste l'hygiène des mains pour chacun des enfants et le respect de la distanciation physique. Donc, si les enfants attendent en file pour aller à la salle de bain, ils devraient respecter le 1 mètre le plus possible. Et bien sûr, de renforcer le nettoyage et la désinfection des salles de bain là, qui devraient se faire sur une base régulière
environ à tous les 2 ou 4 heures si c'est possible. Les modules de jeu sont ouverts pour l'ensemble des enfants. Donc, vous pouvez les amener sur les modules de jeu. Toutefois, comme c'est des surfaces qui sont fréquemment touchées, il faut se prévoir le lavage des mains avant ou après l'utilisation du module. Autant que possible, s'assurer que le module ne soit pas surchargé. Je sais que c'est bien difficile. La même chose pour les lieux de baignade. Les lieux de baignade, jusqu'à lundi prochain, ce sont les lieux de baignade extérieurs qui sont ouverts. On a eu l'autorisation aujourd'hui pour l'ouverture des lieux de baignade intérieurs. On verra à quelle date ils seront en mesure d'ouvrir, mais sûrement bientôt. Donc, c'est préférable de respecter les ratios, puis c'est la municipalité qui s'occupe de faire les calculs. Donc, avant de décider d'aller à la piscine avec votre groupe, juste vérifier auprès de votre municipalité c'est quoi la capacité de la piscine, puis s'il y a un groupe qui a déjà prévu d'y aller. Ensuite, le type de matériel qu'on peut utiliser pour les activités, étant donné que le la contamination par contact indirect est faible, il est possible de partager du matériel entre les participants de genre du type frisbee ou ballon. Par contre, il faut se désinfecter, se laver les mains avant et après, autant que possible avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique et aussi désinfecter le matériel utilisé avant et après l'activité. Suivante. Ensuite, pour les règles à respecter en ce qui concerne la prise de repas et les collations, autant que possible, on garde les enfants en groupe, donc dans le même groupe du début à la fin de la journée, même pour la prise du repas. On respecte la distance de 1 mètre entre les enfants. On se lave les mains avant et après les repas ou les collations ou si on a à manipuler les aliments. On limite le nombre de personnes aussi qui sont responsables de distribuer les collations. On sait que des fois, il y a des collations là, qui sont offertes puis que vous pouvez distribuer, mais à ce moment-là, peut-être attribuer 1 ou 2 personnes à la distribution, mais de limiter ça le plus possible. Nettoyer les aires de repas avant et après leur utilisation et les désinfecter quotidiennement dans la mesure du possible. Éviter le partage d'aliments ou de breuvages, de contenants, de gourdes d'eau, d'ustensiles, tout ce qui pourrait être porté à la bouche. On a vu tout à l'heure que le virus se propageait par gouttelettes, donc si on partage des trucs sur lesquels il y a de la salive, ça peut favoriser la transmission. Suivant. Ensuite, pour les boîtes à lunch, elles devraient être proposées dans un endroit frais à l'intérieur si c'est possible. Si ce n'est pas possible, à l'extérieur, mais s'assurant de choisir un endroit qui est bien à l'ombre. Demander aux parents d'avoir un ice pack et un thermos pour les repas. Une bouteille d'eau aussi. Si l'enfant peut avoir sa propre bouteille d'eau, c'est l'idéal. Et puis, les boîtes à lunch ne devraient pas être déposées sur les surfaces destinées à prendre le repas. Ce n'est pas recommandé d'utiliser les réfrigérateurs et les micro-ondes, étant donné que ce sont des surfaces fréquemment touchées. Voilà, on est prête pour la suite des questions. Merci, Anne. Donc, les questions... Bon, oui, c'est ça, on revient sur la présence du parent. Effectivement, ça va être clarifié le plus rapidement possible. Ensuite, lorsqu'on suspecte un enfant, on fait isolation, OK, mais qu'en fait-on avec le reste du groupe avant qu'il y ait enquête de la direction de la santé publique? Je ne sais pas qui pourrait répondre à ça. C'est Dr Archambault ou... Oui, je vais commencer à prendre la parole, puis si Dr Archambault voulait rajouter, vous pouvez rajouter, mais techniquement, lorsqu'il y a comme un symptôme suspect, ce n'est pas un cas confirmé. Donc, pour l'instant, on procède à rien de plus. On ne va pas les isoler, rien, parce que ça se pourrait que ce ne soit pas le cas. Il faut vraiment que ce soit un cas confirmé pour qu'on puisse, à ce moment-là,
agir là, avec les contacts. Mais si on n'a pas de test, ou si la santé publique évalue la situation puis elle voit que ce n'est pas un cas confirmé par un cas suspect, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste attendre qu'il y ait une confirmation là, que c'est un COVID. Parfait. Peut-être pour ajouter, si on se souvient, c'est pas parce qu'on a été en contact un jour avec une personne qu'on va avoir la COVID le lendemain. Il y a quand même une période d'incubation. Donc, on a quand même, la santé publique va avoir le résultat du test dans les 24 heures, 48 heures. Donc, ça va quand même relativement vite. Donc, on estime qu'il n'y a pas besoin d'agir plus vite que ça. De toute façon, si vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes, vous pouvez nous contacter, puis on regardera la situation ensemble. Parfait. Merci du complément d'information. Ici, on parle que le camp est prévu qu'ils prennent la température frontale des enfants, qu'on leur pose des questions avec ou sans les parents. Par exemple, ils disent que les parents ne sont peut-être pas toujours honnêtes puisqu'ils tiennent absolument à ce que leurs enfants aillent au camp. Donc, on va pouvoir le vérifier. Une autre question, dans les cas d'un partage de salle de bain, faut-il désinfecter entre chaque groupe ou entre chaque enfant? Entre chaque groupe, là, je pense qu'on ne peut pas se mettre à désinfecter entre chacun des enfants. Là. OK, merci. J'ai une question sur les plages. Ils mentionnent qu'ils ont appelé et qu'ils disent que c'est encore fermé. Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus? La Direction générale de santé publique a donné l'autorisation pour les ouvrir dès lundi. La Ville de Montréal nous a aussi informé qu'ils étaient prêts à les ouvrir, donc ça devrait être au plus tard lundi. Merci. Ensuite, quelles mesures vont permettre de réintégrer un campeur et un moniteur? Là, on parle de quelqu'un qui aurait eu la COVID et qu'on veut le réintégrer, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que oui. OK. Techniquement, avec les nouvelles recommandations là, au niveau de la santé publique provinciale, un isolement de 2 semaines chez un enfant ou un travailleur qui n'a pas de problème d'immunosuppression, c'est suffisant. Après ça, on considère qu'il n'est plus contagieux, il peut réintégrer là, le camp de jour sans aucune limite. Parfait, merci. Est-ce que les salles de bain et les fontaines d'eau vont être ouvertes dans les parcs à tous? En théorie, ça a été autorisé. Il y a certaines salles de bain, certaines fontaines d'eau qui sont ouvertes. Ça n'a pas été systématisé pour l'instant. Je pourrais vérifier auprès de la Ville là, qu'elle a été... pour les fontaines d'eau, du moins, je ne connais pas les critères. Pour les salles de bain, je sais qu'ils ont privilégié les salles de bain avec un accès extérieur direct. Donc, si vous devez traverser un chalet complet pour avoir accès aux salles de bain, c'est possible que ces salles de bain-là demeurent fermées, pour l'instant du moins. Merci. Anne, une autre question pour toi. Je pense, concernant les ordures des lunchs des enfants, est-ce qu'ils devraient les ramener avec eux à la maison obligatoirement ou, bon, c'est fortement conseillé de les ramener? Aimes-tu mieux que je réponde, Anne? On s'est déjà fait poser la question pour le scolaire, fait que j'ai peut-être une petite idée là, à quoi vous répondre. En fait, je pense pas qu'on a besoin d'aller jusque-là. Ce qui est quand même important, par contre, s'assurer que le lavage des mains soit fait après avoir manipulé les déchets. Donc, puis il y a peut-être un fonctionnement aussi à penser. D'une part, ça va prendre des poubelles sans contact, puis peut-être les disposer à des endroits où les jeunes, après le repas, il ne serait pas nécessaire, dans le fond, tu sais, qu'il y ait pour avoir une circulation fluide, éviter qu'il y ait des attroupements. Ce qui peut être fait aussi, c'est à tour de ronde. Donc, je pense que c'est peut-être l'option à retenir. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous apparaît le plus simple, mais je ne pense pas qu'on a besoin d'aller jusque-là, en autant qu'on a un lavage des mains après la manipulation de déchets. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer à l'autre bloc, puis on verra le temps qui nous reste pour les autres questions. Est-ce qu'on a besoin d'informer les parents qu'un autre enfant du même groupe a des symptômes? Peut-être que si je fais le parallèle avec le milieu scolaire ou en garderie, comme je disais tantôt, tant qu'on n'a pas de confirmation que l'enfant ou que la personne a des symptômes,
on n'informe pas. Donc, on attend d'avoir plus de... Parce qu'on peut informer quelqu'un des symptômes, mais ça ne nous dit rien, est-ce qu'il a le COVID ou pas. Donc, on attend. Après ça, si vous vous faites poser des questions, je pense qu'il faut être transparent aussi. Puis, si vous êtes plus à l'aise de le dire, vous pouvez aussi. Mais typiquement, dans les écoles et les services de garde, on attend d'avoir une conférence. En tout cas, la santé publique attend avant de faire une communication aux parents. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au prochain bloc, puis on défilera les questions à la suite de la prochaine présentation. En fait, le prochain bloc, Maude, c'est la conclusion. Ah, bon. Parfait. Dans le fond, on va continuer, je pense, les quelques minutes qui nous restent pour les questions. La présentation, oui, elle va être disponible. Ici, qu'en est-il de transport public avec la STM? Y a-t-il des informations quant aux normes limites de groupe par autobus et par métro? Port du masque pour enfants et animateurs? Est-ce que... En fait, dans le guide de la Sécu, c'est écrit que les déplacements ne sont pas à privilégier actuellement, que ce soit par autobus STM ou autre. Donc, on peut vérifier, mais je pense que l'information reste la même. Là, les déplacements sont à limiter encore en ce moment. Merci beaucoup. Il dit, j'ai bien compris, 2 semaines après la fin des symptômes, juste pour être sûr pour la question de la réintégration. Donc, non, en fait, c'est 2 semaines à partir du test positif au COVID. Donc, et non la fin des... Donc, techniquement, pour que quelqu'un soit réintégré, il faut qu'il y ait 2 semaines d'isolation depuis qu'il a été diagnostiqué du COVID et bien sûr qu'il n'ait pas de symptômes, on parle de fièvre, puis d'essoufflement, difficulté respiratoire, 24-48 heures là, sans symptômes pour pouvoir réintégrer. Mais de toute façon, ça aussi, c'est analysé au niveau de la santé publique aussi. Là, si jamais il y a des problèmes, vous pouvez toujours nous contacter là, s'il y a des doutes. Parfait. Un peu en lien avec la même question, il mentionne qu'il n'avait pas été déterminé qu'une personne pouvait être contagieuse jusqu'à 40 jours. Est-ce que c'est moins longtemps pour les enfants? Ben, peut-être que je peux répondre à ça. On sait que la période de contagiosité la plus importante, là où les gens ont le plus de virus dans leur salive et muqueuse, c'est vraiment en fait le jour d'apparition des symptômes, puis même juste avant, donc au tout début, quand on commence un petit peu à sentir mal. Puis plus les jours avancent, plus vraiment la contagiosité diminue. Après 14 jours, quand on n'a plus de symptômes, on a vraiment on n'est plus contagieux, sauf chez certaines personnes qui sont immunosupprimées, chez qui on estime que ça prend un petit peu plus de temps parce que leur système immunitaire est moins fort. Mais c'est vraiment les journées de début des symptômes qui sont les plus contagieuses. Donc, 40 jours, certainement pas. Parfait, merci. Encore, on a des questions pour les autobus scolaires versus autobus de la STM et le port du masque. Plus de 12 enfants dans les autobus scolaires. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à ajouter? Je vais vérifier, mais la consigne de base avait été vraiment de limiter les déplacements. Parfait, merci. Certains camps doivent se déplacer en autobus pour se rendre dans une piscine extérieure. Il serait important d'avoir des infos sur les usages dans la STM car le service sera utilisé, c'est certain. Parfait, on va vérifier. Si le test est négatif, on réintègre tout de suite. On réintègre tout de suite. Je ne sais pas, Isra, si tu veux répondre, sinon je réponds rapidement que non. En fait, si quelqu'un a des symptômes puis a passé un test, même s'il est négatif, il doit rester en isolement pendant 14 jours, puis on va lui demander de repasser un test après 12 jours. Ça va être la santé publique qui va donner les instructions d'isolement, donc ils vont savoir. Parfait, merci. Je pense que ça met fin, à moins que j'en aille dans les prochaines minutes, des questions. Dans le fond, je pense qu'on a toutes les coordonnées importantes dans la dernière présentation. On va la rendre disponible, comme on a dit plus tôt. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que vous vouliez partager pour la Direction régionale de la santé publique ou on a fait le tour?
Parfait. Donc, pour toute question, évidemment, Slim, on est toujours là pour vous. Il y a également l'espace solidaire qui est disponible pour la foire aux questions. Puis, il va y avoir un document qui va être transmis à la suite de cette présentation-là qui reprend les questions qu'on a pu répondre ou non à ce webinaire. Donc, voilà, c'est ce qui mettrait fin à cette période de... Oui, Isra, tu peux y aller. Oui, je voulais juste rajouter, je vérifie pour la température au niveau frontal. Donc, c'est sûr, la frontale, on dirait que c'est 0,3 degrés Celsius en dessous de la température qu'on aurait buccale. Donc, oui, 37,7, 37,8, ça pourrait être considéré comme de la fièvre. En cas de doute, à ce moment-là, vous refusez, puis ils vont être relégués à la ligne COVID, puis on analysera la situation à ce moment-là. Excellent. Merci pour le complément d'information. Donc, merci à tous, puis bonne chance avec les camps cette année, puis on est disponible pour répondre à vos questions.